Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. Je vous avais ouvert une boîte à questions sur Instagram sur laquelle vous pouviez me poser toutes les questions que vous vouliez, que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur l'argent, sur le véganisme, sur les thèmes qui vous inspiraient. Et j'en fais régulièrement en story sur Instagram, mais c'est vrai que des fois j'aime bien faire une vidéo un petit peu qui résume les questions du moment pour un petit peu montrer ce que je fais actuellement, parce que même mon avis sur les choses peut évoluer avec le temps, et c'est vrai que j'aime bien laisser une trace comme ça sur YouTube de mon avis du moment sur les diverses questions que vous avez à me poser. Alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais vous voulez me poser les questions pour la prochaine FAQ, c'est Mûre et Noisette également. La vidéo du jour est sponsorisée par la marque Aglaïa & Co, c'est une marque que j'apprécie énormément. J'ai travaillé avec eux il y a quelques mois déjà, et c'est vrai que je porte toujours leurs bijoux, que ce soit dans ma vie quotidienne, dans mes vidéos, qu'elles soient sponsorisées par eux ou pas, parce que je les adore. Il y a ces deux colliers qui viennent d'une d'ancienne collection que j'aime énormément, j'adore associer les colliers entre eux. Et donc j'ai reçu ce nouveau collier qui s'appelle Alésia, que j'aime énormément. Je pense que vous le savez, j'aime beaucoup le bleu. Je porte presque tout le temps les boucles d'oreilles bleues et dorées que j'avais reçues il y a 6 mois, je les porte tout le temps. Je vais vous mettre des petits close-ups sur les différents articles de la collection. Mais voilà, donc là c'est du plaqué or, vous en avez en argent. Tout ce qui est pierre, c'est toujours éthiquement sourcé, donc c'est vraiment important de soutenir des marques qui ne font pas n'importe quoi avec l'éthique. Ils ont aussi une éthique associative très importante. Ils reversent 5% de leur chiffre d'affaires, donc c'est même pas de leurs bénéfices, c'est vraiment de leur chiffre d'affaires. Ils le reversent à des associations, donc vous pouvez choisir en fait quand vous passez une commande de reverser à l'association qui vous parle le plus. Moi vous savez que j'adore L214 et ça fait partie de des associations qu'ils sponsorisent, mais vous avez aussi des associations pour la défense des droits des femmes, pour l'environnement, pour la lutte contre le cancer du sein, etc. Donc vraiment c'est des très belles valeurs qu'ils ont, en plus d'avoir des bijoux d'excellente qualité. Alors quand je ne porte pas des boucles d'oreilles pendantes, j'aime beaucoup avoir 2 boucles d'oreilles dans mes oreilles, puisque je les ai faites percer 2 fois. Là je porte la boucle Indra et la boucle Yara qui font partie de la nouvelle collection. Moi j'adore le doré, donc je prends toujours tout en doré. Vous avez aussi des pièces de petite maroquinerie qui sont véganes, donc il n'y a pas de cuir dedans, qui sont fabriquées en France, en Occitanie. Vous avez des chouchous, une collection de foulards et de chouchous qui sont en coton bio, qui sont fabriqués en France également. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à leur collection, vraiment leurs produits sont magnifiques. Et j'aime beaucoup associer des bagues à plusieurs de mes doigts et associer différents anneaux. Donc vous avez la nouvelle bague Azul qui est vraiment très très jolie. Alors merci beaucoup à Aglaïa & Co de soutenir cette vidéo. Vous savez que mon contenu vit principalement grâce au fait que de temps en temps j'ai des vidéos sponsorisées. C'est important pour moi d'avoir des partenaires qui ont les mêmes valeurs que moi, que ce soit des partenariats réguliers, que vraiment on ait ces valeurs de la durabilité, de l'éthique animale aussi. Et pour moi c'est vraiment génial de pouvoir travailler avec Aglaïa & Co, et je pense que vous savez que j'adore sincèrement leurs bijoux. Vous avez 15% de réduction sur tout leur site avec le code Mûre et Noisette 15. On va tout de suite passer aux questions. Alors la première question, elle est vraiment beaucoup revenue. On m'a demandé quel était mon prochain projet, ou plutôt notre prochain projet avec mon conjoint. Donc vous savez que parmi nos projets, il y a quand même souvent de l'immobilier. On a un peu commencé nos investissements avec le fait d'acheter l'appartement dans lequel on vit, donc il y a 2 ans et demi. Après on a acheté un petit studio à la montagne pour à la fois le louer et aussi le prêter à nos proches, et nous y aller en vacances, parce que c'est vrai qu'on adore aller faire de la randonnée, etc. et que c'était un peu un moyen de placer notre argent. En prochain projet, ce sera un petit peu différent. Déjà on hésite entre plusieurs choses. On hésite entre acheter un appartement plus grand pour y vivre et ensuite le louer quand on quittera Marseille, ou acheter un investissement plus petit, plutôt pour de la location, sachant que là on l'achèterait à crédit. Ce serait notre tout premier crédit, puisque jusqu'ici on a toujours fait nos investissements cash, donc en mettant toute l'épargne que l'on possédait dans ces investissements. On voulait vraiment garder notre capacité d'emprunt pour des projets plus réfléchis un peu plus tard, pour plus de l'investissement, etc. Et c'est vrai qu'on ne voulait pas toucher à notre capacité d'emprunt, donc là on va sûrement sauter le pas. Ce sera probablement en fin d'année ou l'année prochaine, on ne sait pas encore. On est encore en train de finaliser notre épargne, notre apport aussi, parce qu'on aura quand même un apport.
Mais voilà, on se renseigne sur ces plusieurs options, vraiment c'est pas encore défini. Je pense que ça dépendra aussi de ce qui nous donnera un coup de cœur, donc faut pas forcément marcher au coup de cœur en investissement, mais voilà, ça dépendra des projets qui s'offrent à nous. Mais on aimerait bien acheter un appartement par exemple de 25 ou 30 mètres carrés pour le mettre en location. Ça fait partie des projets qui nous donneraient envie, tout simplement pour nous dégager des revenus passifs en cas de perte de revenus. Et bien sûr, vous savez que ça n'enlève rien à notre projet à long terme, qui est le fait d'avoir une maison avec jardin, avec éventuellement une petite chambre d'hôte pour faire table d'hôte vegan. C'est vraiment quelque chose que j'adorerais, et aussi avoir un peu de terrain. C'est vrai que la nature me manque beaucoup parfois dans le fait d'habiter en ville, donc je pense que vous le voyez dans mes stories sur Instagram, je suis tout le temps en train de me balader dans des parcs, en train d'essayer d'aller quelque part où il y a de la nature, parce que vraiment c'est ma bouffée d'oxygène au quotidien. Et j'adore la ville, j'adore le fait de pouvoir sortir quand je veux, d'aller dans des tonnes de restaurants vegan, d'avoir mes amis à proximité. Mais c'est vrai que la campagne, ça me plaît beaucoup aussi. Donc j'ai aussi hâte du jour où on habitera à la campagne, où on aura un jardin et où on pourra avoir des animaux surtout, parce que je ne veux pas d'animaux chez moi tant que je suis en appartement. Je sais que ça se fait, qu'on peut tout à fait avoir des animaux dans un appartement, mais nous c'est vrai qu'on préfère attendre le jour où on aura de la place, un jardin, etc. Vous m'avez ensuite demandé quel était mon retour d'expérience sur les banques en ligne. Donc moi je suis chez Boursorama depuis quelques années déjà, parce qu'on avait mis notre compte joint dessus. On a chacun dans notre organisation de budget un compte perso, et on a notre compte joint pour tous les deux, pour nos dépenses du quotidien, où on fait un virement identique chaque mois. Donc moi j'ai aucun problème avec les banques en ligne. Après pour moi il faut vraiment penser au fait que banque en ligne, vous n'avez pas un conseiller forcément disponible tout le temps. C'est pas comme dans une banque physique, et il peut y avoir des inconvénients si vous avez souvent des problèmes de découvert, etc. C'est vrai que les banques en ligne sont beaucoup plus strictes sur ça, beaucoup plus sèches en général, et il y a moins le côté humain, donc c'est quelque chose à réfléchir. Par contre c'est vrai que dans notre cas, vu que la banque je l'utilise uniquement pour recevoir mes revenus, stocker un peu mon épargne en attendant d'avoir des projets, et je paye tout dans mon quotidien en carte, et je n'ai aucun salaire ou quoi que ce soit en chèque ou en espèces. Donc c'est vrai que je n'utilise pas d'espèces au quotidien. Si vous avez vraiment l'habitude de déposer des chèques, de déposer des espèces et tout, c'est vrai que je n'ai pas de retour d'expérience à donner sur ce point-là, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas. Et mon compagnon, lui, a son compte principal chez N26, et il en est très satisfait aussi. Donc voilà, on n'a pas une banque en particulier à recommander. C'est pas forcément les banques les plus éthiques non plus en vrai, surtout Boursorama. Mais voilà, c'est en tout cas le retour d'expérience qu'on peut donner dessus. Ensuite on m'a demandé, est-ce que protéine végétale est égale à protéine animale? Et c'est une question intéressante, on peut y répondre oui et non, dans le sens où les protéines en fait elles sont constituées d'acides aminés, et chaque aliment a un profil en acides aminés différent. Donc pratiquement tous les aliments contiennent des protéines, c'est juste qu'ils en contiennent dans des quantités diverses. Et par exemple, vous avez certaines protéines qui vont être complètes. Ça va être le cas du poulet, le cas des œufs, le cas du soja, le cas du quinoa. Ce sont des protéines complètes, donc en fait vous avez tous les acides aminés en quantité suffisante. Et vous avez des protéines qui sont dites incomplètes, parce qu'il y a une partie des acides aminés qui est un petit peu limitante, et donc qui va pas être acquise entièrement si on ne l'associe pas avec quelque chose. Donc pour vous donner un exemple, les lentilles, elles vont être très riches en lysine, et tandis que le riz va être un petit peu pauvre en lysine. Donc le fait d'associer du riz avec des lentilles, ça permet d'avoir des protéines complètes. Maintenant, on n'a pas besoin de faire cette association à chaque repas. À un moment, c'était vraiment quelque chose qui tournait, et ça a été, il a été démontré qu'on n'a pas besoin de manger des protéines complètes à chaque repas, de faire cette association tout le temps, mais qu'en fait sur plusieurs jours, voire sur la semaine, en fait ce qu'on mange va s'associer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas manger par exemple que du sétan et ne jamais manger de légumineuses ou de tofu ou de quinoa, parce que dans ce cas-là on va se retrouver un petit peu limité en lysine. Mais du moment qu'on mange des lentilles par-ci par-là, du quinoa, des pois chiches, et qu'on associe avec des céréales de temps en temps, ce qui se fait quand même assez naturellement, c'est assez rare de baser son repas que sur des céréales, en tout cas je ne vous le recommande pas. Voilà, vous pouvez le faire de temps en temps, manger des pâtes au pesto, du riz à la ratatouille, c'est pas problématique, mais c'est bien de toujours avoir une source de protéines végétales dans son repas. Et donc cette association se fait quand même assez naturellement. Moi je mange quand même particulièrement beaucoup de soja, parce que j'adore le tofu et que c'est vraiment un aliment qui fait partie de mes aliments préférés. Et non, je n'ai pas de problème avec le soja, c'est une question que vous me posez assez souvent aussi, j'ai aucun problème avec le soja. Et je vous mettrai en lien un article de Alice Esmeralda que j'aime beaucoup, qui parle du soja, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous avez des questionnements dessus. Et voilà, pour les protéines végétales et les protéines animales.
Ensuite, on m'a demandé lorsque j'aurai atteint mon objectif, donc sous-entendu mon objectif financier, donc d'avoir ma maison d'hôte, etc. Est-ce que je continuerai YouTube ou pas? Alors je pense que oui, après j'en sais rien parce que peut-être ça se trouve ce sera dans 10 ans, dans 15 ans, je serai peut-être une personne totalement différente. Mais en tout cas, YouTube est vraiment ma passion, c'est de toutes les activités rémunérées que je fais, c'est ce que je préfère. J'adore les vidéos YouTube, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup parler avec vous, partager en commentaire, échanger, avoir vos retours. Je pense que vous savez que je porte une attention particulière à répondre au maximum de commentaires, à entretenir vraiment des échanges avec ma communauté sur Instagram. J'essaye vraiment d'être très disponible. Il peut m'arriver de parler 1 heure avec une abonnée qui a un questionnement sur, j'en sais rien, sur la vitamine B12 ou sur quelque chose et d'échanger sur le sujet. Donc je pense que je continuerai YouTube, en tout cas tant que ça continuera à me passionner. Et YouTube reste aussi une de mes sources de revenus. Pour moi c'est génial de pouvoir faire des vidéos et d'en vivre en fait, donc je pense oui que tant que j'aurai du temps je continuerai. Peut-être qu'un jour si je suis très occupée avec la maison d'hôte je ferai un petit peu moins de vidéos, je sais pas, je pense que ça s'organisera autour de ma vie, mais en tout cas YouTube c'est vraiment une partie très importante de ma vie et je ne me vois pas arrêter les vidéos et c'est pas qu'une question d'argent. J'ai toujours partagé sur les réseaux sociaux avant même que ça me rapporte le moindre euro, je l'ai fait pendant 5 ans. Donc c'est quelque chose que j'aime pour partager mon mode de vie vegan, pour inciter les gens à mettre plus de végétal dans leur alimentation, mais aussi pour quand je vois que des gens commencent à mettre de l'argent de côté grâce à moi ou arrivent à gérer leurs finances alors qu'avant ils étaient un peu en galère et tout, pour moi c'est vraiment très, très gratifiant d'avoir des retours sur ça. Donc non, je ne compte pas arrêter YouTube de sitôt. Ensuite on m'a demandé quel est le plat vegan que je fais pour mes invités non vegan et qui marche à coup sûr. Alors franchement, les lasagnes, et quand je les fais j'utilise souvent un simili carné parce que c'est assez bluffant pour les omnivores. Pour moi le top du top c'est des lasagnes avec du Beyond Meat dedans et vous savez c'est mon simili carné préféré, j'adore la marque Beyond Meat, je suis pas du tout sponsorisée, j'aimerais bien mais ce n'est pas le cas. Voilà, je fais des lasagnes au Beyond Meat ou avec quelques légumes dedans, une bonne sauce tomate, une béchamel végétale avec du lait d'avoine ou de soja. Et ça marche très très bien. Et ce que j'aime bien aussi dedans c'est qu'on peut faire des lasagnes sans soja. Et des fois vous pouvez avoir des omnivores qui sont un peu en mode ouais les véganes vous mangez que du soja, etc. Et l'avantage de faire une béchamel au lait d'avoine et de faire une bolognaise avec du Beyond Meat qui est sur une base de pois, ça permet d'avoir des lasagnes sans soja et de contredire cet argument. Je vous ai déjà partagé des recettes de lasagne sur ma chaîne, mais je pense qu'il faut que je note quelque part d'intégrer dans une de mes prochaines vidéos vraiment ma recette de lasagne hyper food porn qui plaît à tout le monde. C'est pas les petites lasagnes légères de printemps et tout, c'est vraiment les lasagnes avec la bonne béchamel fromagère, etc. Ça faut que je vous le partage vraiment, je vais me le noter. Et n'hésitez pas à suivre mes prochaines vidéos pour voir si c'est dedans, parce que je vais le faire très prochainement. Ensuite, on m'a demandé, j'aimerais être végane, mais je prends un traitement dans lequel il y a du lactose, comment faire? Alors ça vraiment, je vous en avais parlé dans ma vidéo bilan 5 ans vegan, je pense, mais le véganisme c'est faire du mieux qu'on peut. Voilà, c'est pas une secte, c'est pas je sais pas un truc très strict ou quoi, c'est juste on fait du mieux qu'on peut pour les animaux. Il y a beaucoup de pilules contraceptives qui contiennent du lactose et c'est pas comme ingrédient principal, c'est juste comme excipient, c'est pour le petit dragée qu'on prend en fait. Moi par exemple il y a du lactose dans un antihistaminique que j'ai dû prendre récemment parce que j'avais des espèces d'allergies avec le pollen et le vent, ça m'a créé vraiment un épisode allergique très désagréable et à un moment j'ai pris mes antihistaminiques même s'il y avait du lactose dedans. Et l'impact d'un petit peu de lactose est quand même très faible par rapport au fait de ne pas être végane et de manger des produits animaux à pratiquement chaque repas. Donc vraiment faites du mieux que vous pouvez. Et c'est pas parce que vous avez un traitement qui contient du lactose que vous n'êtes pas vegan, vraiment. Il faut se dire qu'on fait du mieux qu'on peut et qu'on peut pas être un vegan parfait à 100%. Il y a forcément un moment dans le processus de tout ce qu'on fait dans notre vie qui implique le fait qu'il y aura probablement peut-être des animaux blessés involontairement ou ce genre de choses. Mais voilà, le but c'est juste de faire au mieux. Et pour moi, je changerai jamais d'avis là-dessus, je pense. C'est juste, le véganisme, c'est pas quelque chose de on le fait à 100% ou alors tant pis, on est à 0% et tant pis, enfin, on n'est pas vegan. Bon, après, je vous dis pas de manger du poulet un jour sur deux en vous disant vegan, mais vous voyez ce que je veux dire. On m'a ensuite demandé comment on s'organisait pour la gestion des repas et des tâches ménagères en général. C'est une question que je trouve super intéressante, je crois pas qu'on me l'ait déjà posée, donc je suis très contente d'y répondre. Globalement, nous on essaye vraiment de répartir sur du 50-50, même si on n'est pas strict sur le quotidien, puisqu'on va un peu s'adapter selon s'il y en a
un des deux, donc je parle de mon conjoint et moi bien sûr, s'il y en a un des deux qui a plus de travail que l'autre en ce moment ou ce genre de choses. Mais souvent le truc qui marche bien pour nous, c'est un coup il y en a un qui fait le repas et l'autre qui fait la vaisselle, et après on inverse. À un moment c'était tout le temps moi qui cuisinais et Didier qui faisait la vaisselle, mais ça ne correspondait pas forcément non plus, donc c'est vrai qu'on a commencé à faire cette nouvelle organisation, et aussi au moment des repas de chacun faire quelque chose de bien, dans le sens où il n'y en ait pas un, en l'occurrence moi, qui s'organise un peu pour faire un bon repas équilibré avec pas mal de préparation, et que l'autre fasse des pâtes avec des nuggets vegan. Vraiment qu'on ait chacun l'option de faire des repas de flemme de temps en temps. Vraiment pour nous c'était important, enfin surtout pour moi, c'était important qu'on équilibre bien nos tâches ménagères. Après pour le ménage, bah, on s'organise ça, on n'a pas vraiment de règles. Des fois vraiment le week-end on fait tous les deux le ménage pendant 1 heure ou 2, enfin on s'organise pour... chacun fait une partie de l'appart, la partie qu'il préfère faire, bah, chacun fait ça. Et sinon sur le quotidien, bah, il y en a toujours l'un ou l'autre qui passe un petit coup d'aspirateur ou qui nettoie les plaques ou ce genre de choses, enfin nettoyer la table, les petits trucs comme ça. On n'a pas d'organisation exacte, mais on essaye de faire en sorte que ça ne pèse pas plus sur l'un que sur l'autre. Et ça me fait rire parce que vu que je cuisine souvent sur ma chaîne, bah, les gens pensent parfois que c'est moi qui fais tout à la maison. Et j'ai déjà eu, vous savez, les commentaires qui sont sexistes, mais où la personne fait comme si elle te disait un truc sympa. J'ai déjà eu des commentaires d'hommes plutôt âgés qui me disaient « Ah là là, ça fait plaisir de voir des jeunes femmes qui cuisinent et qui ne cèdent pas à la facilité ou qui ne demandent pas à leur mec de cuisiner. » Et t'es en mode non, c'est pas ça, t'as mal compris le message en fait. Il ne s'agit pas de ça. C'est juste que c'est moi qui cuisine parce que c'est ma chaîne, donc c'est logique que ce soit moi qui montre les choses parce que ça fait partie de mon métier. Mais pour autant, ça veut pas dire que c'est à la femme de cuisiner à la maison. Et souvent aussi d'ailleurs le véganisme ou le fait de vouloir essayer de faire des alternatives écologiques, il y a quand même pas mal de cas où ça pèse beaucoup sur les femmes dans le foyer, où c'est les femmes qui essaient de trouver des alternatives pour réduire la viande, ou alors parfois qui cuisinent 2 repas, un pour elles parce qu'elles veulent arrêter la viande et un pour leur conjoint qui mange de la viande et tout. Je pense vraiment que sur ça, faut essayer de pas se mettre trop de charge mentale. C'est très difficile parce que j'ai l'impression que ça s'installe très souvent. C'est un énorme sujet, la charge mentale, j'en parle pas souvent, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très gros. Et voilà, c'est pas aux femmes de cuisiner pour les autres et de se couper en 4 en permanence pour satisfaire tout le monde. Si pour moi je considère que la personne qui cuisine, c'est un peu elle qui décide ce qui va être au menu. Et donc dans ce cas-là, bah, ça peut être bien de pas s'obliger à faire 4 repas différents, quoi. Ensuite on m'a demandé, je n'arrive pas à réduire mes dépenses, comment faire, puisqu'en fin de mois je finis toujours par repiocher dans l'épargne que j'ai mis en début de mois. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de choses à changer dans le budget. Déjà qu'il faut moins épargner en début de mois, faut pas surestimer sa capacité d'épargne. Ça peut être très démoralisant d'être dans ce cas-là et de repiocher en fin de mois. Donc réduire un petit peu l'épargne qu'on met en début de mois, c'est très bien d'épargner en début de mois, c'est vraiment un des trucs que je recommande le plus. Ça change vraiment la manière d'épargner de beaucoup de monde. Donc si vous épargnez en fin de mois, vraiment je vous recommande de passer en début de mois. Ce que j'appelle début de mois, c'est dès que vous touchez votre paye, vos revenus, vos allocations, peu importe, à ce moment-là, vous mettez de côté. Il faut pour ça vraiment faire son budget détaillé. Vous l'avez dans pas mal de mes vidéos, que ce soit quand je réponds au budget de mes abonnés comme la vidéo précédente, ou quand je parle de mon propre budget. Vous pouvez aller voir ma vidéo de mon budget pour 2022 où je détaille par catégorie mon budget. Et vraiment faire un tableau, que ce soit sur papier ou sur ordinateur, selon ce qui est le plus confortable pour vous. Mais faites des catégories, et après pour réduire ses dépenses il faut un petit peu regarder, faut vraiment prendre du temps, c'est 2 heures vraiment je pense pour refaire son budget, et qui peuvent être très rentables, qui peuvent vous faire épargner des centaines d'euros sur le long terme. Donc voir pourquoi ça ne marche pas. Voyez quelles sont vos dépenses obligatoires, les dépenses variables, ce qui devrait rester en théorie, et après regardez en fonction de votre compte en banque pourquoi il reste moins que prévu, qu'est-ce qui s'est passé, et peut-être qu'il vous manque une épargne pour les imprévus justement, et que c'est ça qui fait que à chaque fois vous piochez dans votre épargne normale. Est-ce que, je sais pas, en fait il faut vraiment tout repenser, renégocier ses abonnements, ça peut être bien. Si vous avez, je sais pas, votre opérateur téléphonique et que vous avez un abonnement super cher, vous pouvez voir pour un abonnement moins cher. Tout ce qui est abonnement pour des plateformes de streaming, en enlever certaines si vous les utilisez pas toutes. Repensez à la place de vos abonnements dans votre vie. Un de mes conseils de base aussi, où je pense que j'ai dû en parler 35 fois sur ma chaîne. Après, revoir le budget alimentation, souvent on peut le réduire, donc faut jamais le réduire au maximum, faut garder du plaisir, faut garder de la santé bien sûr dans l'assiette, hein, c'est important d'avoir une assiette équilibrée, mais souvent on peut pas mal réduire le budget alimentation avec des petites astuces.
Vous pouvez aller voir pour ça mes vidéos où je vous montre comment manger pour 3 € par jour. Par exemple, j'avais fait une semaine entière où je vous filmais tous mes repas du petit déjeuner au dîner et tous les jours j'ai filmé tout ce que je mangeais. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, je vous mets le lien quelque part par ici. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Réduire vos trajets en voiture si c'est possible, faire du covoiturage, voir si vous pouvez prendre le bus. Si votre voiture vous coûte trop cher et que vous l'utilisez pas trop, essayez de voir si vous pouvez faire le fait de partager une voiture avec quelqu'un en fait et d'avoir une voiture pour 2 foyers. Enfin, il y a plein d'astuces qu'on peut mettre en place selon notre mode de vie. Tout ne peut pas s'appliquer à tout le monde, mais on peut toujours réfléchir à des petites choses. Et si vraiment vous êtes dans la galère, allez voir une assistante sociale ou quelqu'un qui peut s'occuper un peu de votre budget. Parfois aussi, c'est pas possible de mettre de côté tout simplement parce que vous ne gagnez pas assez. Et dans ce cas-là, vous avez le droit de vous faire aider. En fait, vous pouvez aller voir qui peut vous aider ou alors si vous pouvez avoir des heures en plus pour gagner plus d'argent ou avoir plus d'aide ou voir si vous avez le droit à des à des aides alimentaires. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau du budget et vraiment le principal truc à faire c'est de s'y intéresser et de ne pas faire l'autruche en fait, dans le sens où ne pas plonger la tête dans la terre et d'ignorer les problèmes. Faut vraiment affronter les problèmes financiers et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. On m'a ensuite demandé quels sont pour moi les choix écologiques, les gestes écologiques que l'on peut faire qui ont le plus d'impact. Donc déjà, je recommande à toute personne d'aller calculer son empreinte carbone. Je vais vous mettre le lien d'un calculateur d'empreinte carbone en barre d'infos. Il est souvent partagé par Bonpote sur Instagram et j'aime beaucoup sa manière de communiquer sur Instagram. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir l'Instagram de Bonpote. Mais je vous mets le lien pour calculer votre empreinte carbone. Et c'est vrai que c'est très parlant parce que déjà on a tous des choix et des modes de vie qui vont engendrer une certaine pollution. Et parfois on ne se rend pas compte de ce qui pollue le plus et des fois on peut aussi se prendre la tête sur des petits gestes qui vraiment vont occuper 100% de notre espace mental alors que qui sont très peu impactants. Et c'est important aussi d'avoir une image globale de son empreinte carbone, de voir ce que l'on peut améliorer, mais de ce qui est vraiment important aussi pour ne pas se culpabiliser en permanence. Parfois le fait d'être écolo, donc pour moi on peut pas vraiment être écolo, on est tous sur une espèce d'échelle de choix écologiques dans notre vie. Je ne me considère pas comme écolo, il y a plein de choses que je fais qui sont pas écolo. En tout cas j'essaye de faire de mon mieux et en même temps de préserver ma santé mentale et je pense que c'est important de cumuler les deux. Mais des fois il y a tellement de culpabilisation en fait sur des petits trucs. Quand je pense, des fois je sais pas, je reçois des commentaires ah non mais c'est cool, t'es vegan mais par contre tu pollues à mort avec tous les plastiques que t'achètes, t'es pas zéro déchet et tout. Alors qu'en fait je pense que c'est la personne qui me dit ça, si on compare nos modes de vie, il y a moyen que je pollue moins qu'elle parce que j'ai pas de voiture, parce que je chauffe pas chez moi, parce que je mange végétal et qu'en fait l'impact du plastique autour du tofu par exemple, il pèse pour presque rien en fait dans la pollution d'un aliment, dans le sens où acheter de la viande en zéro déchet ça pollue plus que d'acheter un aliment végétal emballé, sachant qu'on peut aussi acheter du végétal non emballé, les légumineuses etc. Généralement ça vient soit dans un emballage en carton, soit on peut l'acheter en vrac. Il y a plein de choix qu'on peut faire comme ça, mais pour moi ce qui est très impactant c'est de réduire le plus possible les voyages en avion. Parfois c'est pas possible parce que notre famille habite loin ou voilà c'est le voyage qu'on veut faire depuis super longtemps, ça fait 10 ans qu'on économise pour le faire et tout. Je comprends qu'on ait envie de prendre l'avion et tout, mais déjà se dire on prend pas l'avion pour les déplacements en France, privilégier le train, les transports en commun, même le covoiturage ça pollue beaucoup moins que l'avion. Après évidemment il y a le fait d'utiliser le moins possible son véhicule individuel pour des trajets courts, enfin dès qu'on peut remplacer la voiture par de la marche, du vélo ou du bus, on le fait. Le covoiturage ça peut être bien parce que ça permet au moins de diviser son empreinte, la pollution engendrée par le déplacement par deux si on y va avec quelqu'un qui comptait prendre sa voiture. Qu'est-ce qui peut avoir de l'impact aussi? Évidemment l'alimentation végétale, mais c'est évident, je pense que vous le savez, mais on réduit drastiquement notre pollution quand on consomme végétal, tout simplement parce que les animaux mangent des végétaux et des énormes quantités de végétaux. Donc en fait on nous parle souvent du soja brésilien etc. Le soja brésilien il sert à nourrir majoritairement les animaux et aussi à utiliser l'huile pour diverses utilisations industrielles, mécaniques etc. Après en autre choix qu'on peut faire il y a toute notre consommation d'énergie, la réduire etc. Dès que la vidéo est finie je vais couper la lampe, j'éclaire pas en pleine journée, là c'est simplement parce que sinon
on ne me voit pas devant. Je pense que c'est important de le rappeler parce que je déteste gérer ce genre de commentaires de « Ah, t'as une lampe allumée derrière toi, non ?» Vous le savez. Ensuite, en choix impactant mais le chauffage, évidemment si vous pouvez réduire votre chauffage, vous n'êtes pas obligé de le couper comme moi parce que vous savez que je le coupe, j'allume jamais mon chauffage, mais vous n'êtes pas obligé d'être à 100% sans chauffage, mais en tout cas de réduire de quelques degrés. Maintenant la climatisation c'est de plus en plus populaire, j'ai 3 clims dans mon petit appartement qui ont été installés par l'ancienne propriétaire, on les allume jamais, enfin vraiment on les allume une fois par an pour vérifier si elles marchent, au cas où on met notre appart en location pour voir un peu ce qui fonctionne dans le matériel, mais voilà, la clim ça pollue à fond, si on peut faire sans, faites sans. Après vous adaptez à vos problèmes de santé, etc. Si vous êtes une personne très fragile niveau santé et qu'il vous faut la climatisation en été, parce que sinon vous risquez d'avoir des gros problèmes, bien sûr, faites des choix comme ça, mais la climatisation, le chauffage, les autres impacts aussi c'est l'achat de vêtements neufs, d'électroménagers neufs, tout ce qui est smartphone, ordinateur, machine à laver, frigo, etc. Si on peut les changer le moins souvent possible, on économise énormément sur notre empreinte carbone. Après, voilà, il y a la longueur des douches, l'utilisation de l'eau, il y a des tonnes de gestes à mettre en place. Pour moi, il y a vraiment les gestes majeurs, le fait voilà, de faire le choix qui a le plus d'impact écologique, donc par exemple sur éviter l'avion, manger végétal, etc. Mais après voilà, il y a les petits gestes du quotidien qui comptent aussi, comme faire du recyclage, si vous avez l'occasion de faire du compost, de même faire pipi dans la douche, enfin ça c'est les petits trucs en fait, c'est minime, mais c'est vrai que ça peut être des gestes écologiques importants, mais c'est vrai que moi je suis pas trop sur les trucs des tout petits gestes, et surtout pas sur la culpabilisation des gens, parce qu'il faut pas oublier qu'une grosse partie de la pollution est engendrée par les grosses entreprises, par le service public, etc. et que ça on n'a pas non plus un impact direct dessus, donc faut pas se culpabiliser, mais il faut quand même chercher à faire ce que l'on peut faire, voir comment on peut un petit peu améliorer la situation et surtout inciter nos proches ou inciter nos communautés, si on est sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, etc. Essayer d'avoir un impact positif sur les autres gens, ça peut être bien. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps pour répondre à cette question, mais il y avait pas mal de choses à dire, donc j'espère que ça répondra un petit peu à cette question. Cette vidéo est maintenant terminée, j'ai passé un très bon moment à partager sur ces différents sujets. J'adore en fait pouvoir parler de plein de choses différentes dans une même vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y en a auxquelles je n'ai pas répondu, à partager ce que vous voulez avec moi. Lorsque vous commentez, que vous likez, que vous vous abonnez à ma chaîne aussi, ça me soutient énormément dans mon travail, donc n'hésitez pas à le faire si mon contenu vous plaît. Et merci également à Aglaia & Co d'avoir soutenu cette vidéo, de soutenir mon travail et surtout de m'avoir envoyé ces merveilleux bijoux qui sont absolument magnifiques. Je suis totalement fan. N'hésitez pas à utiliser le code mûretnoisette15. Je vous mets toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin si vous voulez commander les mêmes bijoux que moi. Ou également retrouver les sujets dont j'ai pu vous parler dans la vidéo, comme par exemple calculer son empreinte carbone. Je vous mets tout ça en barre d'infos. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt!